Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce premier numéro de la saison 4 de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité de Los Angeles Lakers. Et elle démarre avec énormément de changements cette nouvelle saison, avec l'arrivée d'un nouvel élément du côté d'El Segundo. L'équipe de Lakers France, elle, ne change pas, mais laissez-moi vous introduire mes coéquipiers pour ce soir. Il se mue en véritable médiateur entre les différentes communautés et devrait se voir nominé pour le prix Nobel de la paix. Nas est avec nous, comment ça va Nas? Salut Clément, salut Adri. Comme d'hab, intro incroyable. Écoutez, pareil, on a des grosses nouvelles qu'il faut débriefer tous ensemble. Et effectivement, c'est intéressant que tu introduises ça par la paix entre plusieurs communautés, parce qu'effectivement, il se pourrait qu'on ait signé un joueur avec une très très grosse communauté. Adrien a une nouvelle fois jeté son dévolu sur des rookies. Pelinka a donc logiquement préféré trader son pic pour énerver son alter ego marseillais. Adrien, comment vas-tu malgré cette déception? Écoute, moi ça va très bien, surtout que cette année, j'ai eu le nez creux et j'ai rien rédigé du tout. Comme ça, au moins, tu crois qu'il t'a passé 50 heures ou rien, bon là ça va. Messieurs, je vous propose de revenir sur la soirée de la draft, ou plutôt ce qui a précédé celle-ci du côté de Los Angeles, puisque dans la soirée, Adrian Wojnarowski a annoncé que Montrezl allait activer sa player option. Domino qui a provoqué la chute de ceux qui n'attendaient plus que ça finalement, puisque Montrezl s'est retrouvé sur le marché. Et avec deux partenaires privilégiés, Pelinka a privilégié l'offre des Wizards à celle des Kings, préférant peut-être le talent à l'équilibre. Donc je résume l'échange, messieurs. En échange de Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Montrezl et du 22e pick, Russell Westbrook rejoint sa Californie natale en menant dans ses valises 2 seconds tours de draft. Messieurs, votre avis rapide sur ce trade avant qu'on développe un petit peu? Vas-y Adrien, je te laisse démarrer, en vrai. Je crois qu'on concluait le dernier live en disant qu'aujourd'hui dans la ligue il n'y avait pas besoin forcément d'un Big 3 pour gagner le titre, et que si on devait former un Big 3, peut-être que c'était Russell Westbrook le profil qui était le moins intéressant pour nous. Bon ben voilà, merci Pelinka. Merci Rob qui a montré que non, il faut de la paillette, il faut du profil très impactant. C'est ce qu'a dû rechercher notre GM, en n'hésitant pas tant que ça finalement pour faire le trade. Donc ce que je disais à Nas, et même encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je dois être très content ou j'ai peur de l'AFA qui arrive, et c'est la combinaison des deux qui fait que j'arrive pas encore à déterminer est-ce que je suis très très heureux et excité à l'idée de la saison qui arrive, ou bien est-ce qu'on va arriver vers une énième désillusion. Bref, un peu dans le genre de la free agency, pas la précédente, enfin celle d'il y a 3 ans, où on avait entouré LeBron James n'importe comment, enfin bref. Donc je suis pas le plus grand fan de Russell Westbrook, je suis pas non plus son plus grand détracteur. Je pense qu'il est largement des top 15, dans le top 15 de la ligue actuelle. Maintenant il y a de la pression sur l'AFA, il y a de la pression sur le front office. Après, il y a de la pression, mais à la fois il y a aussi pas mal il y a de l'exaltation aussi côté Lakers, parce que pour le coup, en formant un Big 3 avec Westbrook, LeBron et AD, tu attires quasiment tout le monde. Alors on en parlera plus tard, on espère aussi attirer autre chose que des joueurs pas les mieux optis pour cette équipe des Lakers, mais faut se dire aussi qu'on était dans des rumeurs nous faisant venir DeMar DeRozan pendant un bon moment. Et on peut se dire quand même qu'en ayant récupéré Westbrook, on évite DeRozan, ce qui est quand même pas mal. On en parlait d'ailleurs en live et on se disait que on était tous les trois d'accord d'ailleurs là-dessus, sur le fait que quitte à ramener une 3e superstar pour aider LeBron et AD, même si c'est vrai que allant vers la FA après cette dernière saison régulière et ses playoffs, on n'en voyait pas vraiment l'intérêt d'amener cette 3e star. Finalement c'est quand même mieux que ce soit Russell Westbrook plutôt que DeMar DeRozan. Les autres targets de toute manière étaient soit impossibles, soit impossibles. Et donc voilà. Donc du coup, moi Russell Westbrook personnellement, Clément, pour répondre à ta question, moi j'en suis content. C'est vrai que c'était un joueur, c'est assez intéressant, c'est assez marrant. J'ai commencé à l'apprécier pendant sa saison à Washington la toute dernière. C'est pas un joueur dont le jeu m'extasiait tant que ça pendant les années au KC. Et puis le fait qu'il se traîne un peu malheureusement cette image du Mister triple-double incroyable pour certains, gros stat padder qui ne gagnera jamais pour d'autres. C'est un joueur qui est très très clivant, on le sait.
Moi, j'étais pas spécialement un hater, mais après, c'était pas un joueur qui me faisait spécialement bander. Mais là, cette saison à Washington m'a beaucoup plu. Le fait de le voir justement remplacer John Wall, qui était quand même probablement le meilleur joueur de l'histoire de cette franchise, hein, on va pas se mentir, ou l'un des meilleurs. Et donc, en tout cas, aux yeux des fans, énorme affection pour ce joueur. Le voir remplacer avec brio et faire oublier aux Wizards John Wall en quasi une saison, en même pas une saison, sachant qu'en plus il a raté des matchs. Moi, je pense quand même que ça force le respect. Et en fait, je pense que vous me direz ce que vous en pensez, les gars, mais Russell Westbrook, à mon avis, c'est le type de joueur, c'est mathématique. Quand il joue pour toi, tu finis forcément par l'aimer et tu es obligé de l'aimer. Et on peut rien faire contre les mathématiques, malheureusement. Oui, avant de revenir sur le profil du joueur, parce que je pense qu'il faudra en parler, on peut aussi évoquer ce que l'on perd dans le trade. Ouais. Et moi, ce que je me disais, c'est qu'in fine, on ne donne pas grand-chose. Parce que, on donne pas grand-chose. Du moins, les Wizards se contentent de peu. Parce que Harrell, dans un an, je pense qu'il dira au revoir aux Wizards. Et KCP, c'est pas un joueur qui va. Tu l'alignes comme à côté de Bill. Donc, c'est encore un joueur qui va sortir du banc, je suppose. C'est pas l'addition du siècle pour les Wizards. Donc, en définitive, pour moi, c'est comme si tu donnais Westbrook contre Kuzma. Ouais, carrément. Quand tu réduis l'équation à ça, bon, évidemment que tu es gagnant. Évidemment que tu es gagnant. Et évidemment... On sait pas. Peut-être que c'est la pression qui a impressionné Kuzma et qui va pouvoir se libérer à Washington. Ouais, d'accord. Tu m'entends quand même comme ça, Clément, genre je quitte le pod. Non, mais effectivement, comme tu dis, excuse-moi Clément, après je te laisse reprendre la main, tu échanges finalement, en fait même si on est honnête finalement, le trade aurait été encore mieux si on n'avait pas donné le 22 dans le tas, ça aurait été encore mieux. Maintenant, concernant Kuzma, concernant Harrell, concernant KCP, j'en parlais avec le mec de Cavs France et il me disait pour moi à très juste titre finalement, tu perds KCP, c'est une vraie perte en l'occurrence, parce qu'on parle d'un titulaire qui a quand même toujours été plutôt très impactant positivement pour cette équipe des Lakers sur ces saisons. 3e option l'année du titre, etc. Mais finalement, tu perds Kuzma, qui est pas très utile en playoff. En fait, il est utile uniquement par son body type, par son build. Mais en réalité, dans le basket, il ne nous est pas super utile en playoff, Kuzma. Et tu perds Harrell, qui lui, pour le coup, il est quasiment inutilisable en playoff, et on l'a vu cette saison. Du coup, effectivement, et tu ramènes Westbrook, qui ouais. Tu le compenses avec 2 second rounders. C'est vrai. 2024 et 2028, c'est pas voilà, bon. c'est ça. Non, mais oui, je te comprends. Mais c'est Washington. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et du coup, ce qui fait que du coup, t'as Westbrook, qui lui, en l'occurrence, il impactera, il impactera cette équipe en bien et en mal. Je pense que c'est le moment peut-être d'en parler, mais il impactera cette équipe. Bon, il y a plusieurs choses que j'aurais aimé retenir. On va y revenir peut-être après parce qu'il y avait un autre trade qui était dans les coulisses, à savoir Buddy Hield qui a atterrissé à Los Angeles et Kyle Kuzma notamment et Montrezl Harrell qui partaient en direction de Sacramento. Buddy Hield qui apporte un petit peu plus de certitude en termes de spacing et de shoot à 3 points, ce qui manquait et ce qui avait été pointé du doigt pendant les playoffs et pendant le live Twitch qu'on avait fait là. C'était jeudi soir du coup. Voilà le live Twitch qu'on a fait jeudi soir. Oui. Il est l'exact négatif de Westbrook. C'est ça. Ah oui, c'est le total opposé, complètement. Mais maintenant, Rob Pelinka a changé totalement son effectif, c'est-à-dire qu'actuellement, on a 5 joueurs sous contrat, dont Alfonso McKinney qui a un contrat non garanti. On a tout à refaire, donc il a un peu bouleversé toutes ses certitudes, mais ce qu'il faut lui reconnaître, c'est que, et c'est un peu le cas depuis qu'il a pris son rôle, il n'aime pas être sous pression, il n'aime pas laisser la même mise aux joueurs. C'est-à-dire que oui, c'est vrai. Je pense notamment à Rajon Rondo l'année dernière qui, au sortir d'un titre, a essayé de gratter un gros contrat. Il n'en a rien eu à branler. Il a fait son deal en amont de la free agency. Il a fait son deal pour ramener un meneur à sa place, à savoir Dennis Schroeder. Le cas se propose cette année. Dennis Schroeder a plusieurs fois refusé une prolongation, a dit clairement qu'il allait demander 125 millions sur 5 ans, grosso modo. Et Rob Pelinka, une nouvelle fois, appuie sur la détente et récupère un meneur et donc fait sortir en gros la grosse épine dans notre pied, puisque finalement les meneurs qui étaient disponibles pour les signer, ça serait forcément sur un signing trade. Après, maintenant, il y a beaucoup de choses à résoudre. C'est très juste ce que tu dis. C'est vrai.
Ouais, la Pelinka, c'est vrai que j'avais pas pensé non plus. C'est ça. Il dépasse le problème parce que finalement, ça va être, je pense, beaucoup plus abordable et c'est des profils qui sont un peu plus récurrents, que ce soit des shooters ou des free and D, qui sont un peu plus récurrents dans la ligue que des gros meneurs. Maintenant, il y a des choses à travailler. On va revenir peut-être un petit peu sur Westbrook, ses forces et ses faiblesses, mais il a dépassé le problème. Je pense que c'est ça c'est intéressant de le souligner. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, il a déplacé le problème tout de même en te faisant venir un joueur, enfin en te faisant venir un MVP, multiple first team. Enfin, tu vois, il a déplacé le problème, mais à la fois, c'est quand même une énorme upgrade sur Dennis Schroeder. Parce que le scénario de Schroeder qui part sur sign and trade avant de faire venir Westbrook, il était finalement pas garanti, hein, parce que en fin de compte, nous, les Lakers, on n'a pas les packages les plus bandants pour faire venir justement les meneurs ciblés en sign and trade. Donc, est-ce qu'on aurait pu déjà flipper Schroeder en sign and trade contre un meneur, on va dire, encore plus optique que Schroeder et que Westbrook? Ça, tu vois, moi, j'en suis pas sûr aujourd'hui. Tu vois, moi, j'en suis pas sûr du tout. Donc, il a effectivement un peu déplacé le problème, mais tu as quand même une upgrade nette sur Schroeder. Et ça va être intéressant d'en parler. Finalement, Russell Westbrook et Dennis Schroeder partagent un paquet de qualités et partagent quelques défauts aussi. Si vous voulez, on peut démarrer. Vas-y, Adrien. Soit Nas, soit Adrien. Non, vas-y, Adrien. Vas-y, Adrien. Vas-y. Sur ce que s'est fait Westbrook, donc ce que va amener Westbrook dans l'effectif, et ce qu'on n'avait pas trop, ce qu'on a recherché l'an passé avec Schroeder, mais que Schroeder n'avait pas, c'est évidemment le playmaking. Ça, c'est la qualité numéro 1 de Westbrook. Lui va réellement soulager LeBron dans ce secteur-là, même s'il est capable aussi de partager les responsabilités. Et de toute façon, de manière générale, tous les gens qui disent « Ouais, mais il n'y a qu'un ballon entre LeBron et Westbrook », c'est pas le problème. C'est les Américains, et quand ils jouent au JO, il n'y a aussi qu'un ballon, et ils arrivent à jouer ensemble. Les Big Three, il n'y a qu'un ballon, ça parvient quand même à jouer ensemble, et ça parvient à gagner et à aller très loin. C'est pas le souci. Si simplement les joueurs s'entendent, qu'ils arrivent à trouver une alchimie, ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Et là, on avait pu questionner le playmaking de Schroeder et ce dès sa signature. On se disait que bon, c'était à déterminer. Avec Westbrook, c'est sûr que là, on en a. Il va faire briller les shooters, il va faire briller les intérieurs. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la capacité qu'il a à faire vivre n'importe qui. Il a donné, à mon avis, de jouer. Carrière à Steven Adams quand même. Hein. Exactement. Carrière à Steven Adams. Donc imagine avec Anthony Davis, quoi. C'est ça. Si Steven Adams aujourd'hui est un gros multimillionnaire, il peut remercier Westbrook. Bien sûr. Quand tu vois ce qu'il a fait aussi à Washington, parce que bon, quand même, les 20 passes, il faut les mettre, hein, quand même. Hein, il faut se concrétiser. Et parmi, tu peux se dire, faut quand même sortir quand tu es Hachimura, Bertans, Robin Lopez, tu vois, faut y aller. Ouais, c'est vrai. Et il est sorti, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à faire briller et qui arrive à te donner de caviar sur caviar grâce à la pression qu'il amène sur le cercle et les espaces que cela crée. Ce qui amène donc à la deuxième grosse qualité de Westbrook, c'est cette capacité à aller au cercle, à mettre de la pression sur le cercle et à finir relativement bien. Je dis relativement bien parce que, étant donné ses capacités athlétiques, on avait toujours pu se dire que Westbrook aurait dû être un meilleur finisseur. Et parfois, il a tendance à être en manque de contrôle quand il arrive au cercle. Donc il reste très bon. Il pourrait être élite. Voilà, c'est juste ce que je pense ça. Mais indéniablement, c'est du même acabit pour moi que LeBron James. Il fait peur. Quand il drive, il fait peur et les défenses sont obligées quand même d'en tenir compte. Parce que s'ils n'en tiennent pas compte, c'est donne dans ta face. Exactement. Après, la troisième qualité que je lui donnerais, c'est aussi, alors quand il est motivé, c'est quand même la défense sur l'homme. C'est bon quand même. Hein. S'il est athlétique en attaque, il est aussi vif en défense et un peu à la manière d'un Kobe vieillissant. Pour moi, quand je dis Kobe vieillissant, c'est le Kobe du titre déjà 2010. Ils sont à peu près le même âge d'ailleurs. Si je m'abuse, il doit avoir 33 ans dans le titre 2010. Donc à peu près le même âge que Westbrook. Absolument. Donc Kobe ne défendait pas avec intensité, mais néanmoins quand il fallait défendre. Et alors, ironie du sort, ça me fait penser à la série contre OKC, où Kobe s'était chargé de Westbrook himself pour clore la série. Voilà, ça dans ce sens-là. Et là, il le fera sans trop de problème, à mon avis, face à n'importe qui. S'il faut se donner sur une série, il le fera. Ouais, puis c'est bien que tu parles de la défense, mais que tu fasses un point d'en face sur son athléticisme, que ce soit en défense ou en attaque. Bon, c'est un mot anglais, je crois que j'ai sorti, je ne suis même pas sûr que c'est en français, mais peu importe. Ce qui est super agréable avec un joueur comme Russell Westbrook,
c'est que justement, il a des capacités physiques hors normes. Tu faisais une petite comparaison avec LeBron, et franchement, c'est le même type de joueur à ce niveau-là. Russell Westbrook, ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est que là, je mets un peu de côté le basket, et je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure en début de pod sur le fait que Russell Westbrook, c'est un joueur, mathématiquement, quand il joue pour toi, tu finis par l'aimer. Kobe en parlait dans une interview, il en a même parlé à plusieurs reprises. C'est un joueur qui a vraiment les crocs, tu vois. C'est un joueur qui a la dalle, c'est un joueur, il joue chaque match comme si c'était son dernier. Et en vrai, des joueurs comme ça, dans la ligue, à l'exception de Kobe et Iverson, c'était ça aussi, ça rentrait sur le terrain, tu sentais qu'il jouait chaque match comme si ça allait être son tout dernier. Et finalement, des joueurs comme ça, on n'en a pas beaucoup. Même dans la ligue aujourd'hui, des joueurs qui se donnent à fond, qui à aucun moment appuient sur le frein, avec évidemment les conséquences mauvaises que ça peut avoir. Tu parlais parfois de rater un peu à la finition, etc. C'est ce type de conséquences. Russell Westbrook, c'est ça. Russell Westbrook, c'est quand même un joueur assez injury-prone, finalement. Il est quand même souvent beaucoup blessé. Mais c'est un joueur aussi qui joue beaucoup en étant blessé. Et est-ce que c'est bien pour lui, pour sa santé, pour plus tard, pas forcément. Est-ce que c'est bien pour ton équipe? Oui, parce que tu as un joueur qui est ultra reliable. Et justement, avec un duo LeBron et AD qui ont raté beaucoup de matchs la saison dernière, ça peut être quand même super intéressant d'avoir Russell Westbrook à ta disposition quand tu as une ou deux de tes autres stars blessés, quoi. Ouais, c'est ce que je retiens aussi comme je disais, je ne suis pas un grand fan du bonhomme, mais là, on regarde un petit peu des vidéos, et surtout des vidéos sur ses entretiens, tu sens que c'est un mec pur. Dans son approche du basket, tu vois, c'est ça. C'est un mec qui est pur et qui triche pas et qui est. Tu as donné le mot, hein, l'implication. L'implication, il va se donner à corps perdu pour ce maillot-là. Et ça, c'est quand même. Quand tu compares par rapport à quelqu'un comme Schroeder. Voilà, tu vois, ça n'a rien à voir. Tu vois. Voilà, exactement. Là-dessus, ça n'a rien à voir. Lui, lui ne fera pas semblant et lui ne fuira pas par rapport ne fuira pas face à ses responsabilités. Absolument. Pour en revenir sur les responsabilités, on va rappeler d'où ça part. Ça, visiblement, c'est d'une soirée ou du moins un repas où LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook se sont retrouvés ensemble avec Jared Dudley, quatre membres du Big Four, du coup. Et les joueurs sont visiblement entendus sur un projet commun avec des concessions de chacun. Donc LeBron James et Anthony Davis seraient promis de bouger de place, en tout cas jouer à des postes un peu plus adéquats, donc à savoir le 4 pour LeBron et le 5 pour Anthony Davis, on verra bien. J'imagine que Russell Westbrook, arrivé dans ce contexte-là, avec déjà 2 grosses stars et un gros ball handler, pourra peut-être un peu plus se concentrer sur ses tâches défensives aussi, être peut-être un petit peu plus sérieux, parce que tu l'as dit, Adrien, Russell Westbrook est un défenseur solide sur l'homme, intelligent et très bon sur la ligne de passe, etc. Mais finalement, très peu de déplacements. Et on retrouve ça aussi en attaque. C'est un joueur qui s'économise, en tout cas, une fois qu'il n'a plus le ballon dans les mains, très très peu de déplacements. Donc à voir comment on va pouvoir marier le jeu des Lakers de LeBron et Anthony Davis à celui de Russell Westbrook. On ressortira les analyses que l'on faisait lors de la première saison de LeBron aux Lakers et comment ça allait cohabiter avec Lonzo. Et on a tous dit, il serait bien que LeBron s'empare d'un rôle off-ball plus important. Là, avec Westbrook, ça sera nécessaire. Mais comme avec Lonzo, ça sera récompensé. Chacun de ses mouvements, chacun de ses cuts sera récompensé. Moi, je pense qu'on verra quand même un certain nombre de alley-oop entre les deux, dans les deux sens. Mais d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un sur les versions, alors j'ai oublié son pseudo, donc s'il nous écoute, j'en suis désolé, qui nous disait peut-être que l'arrivée de Westbrook mettra LeBron dans une position plus de scoreur. Alors après, à voir, vu qu'il vieillit aussi quand même, le père LeBron, ce qu'il sera capable de faire. Mais ça peut aussi être intéressant d'être dans une configuration où tu as un LeBron qui va être focus en attaque, pas sur forcément porter la balle, mais plutôt, comme tu parlais, de cut, etc. Parce que LeBron, mine de rien, il t'attire 1, 2, 3 défenseurs quasiment tout le temps. C'est aussi ce que les gens ont beaucoup tendance à oublier, c'est que si tu retires la main de LeBron et que LeBron se déplace off-ball, tu vas avoir des joueurs qui vont être focalisés sur lui. Et si tu as en plus Anthony Davis comme troisième menace, plutôt comme deuxième menace sur le parquet quand tu as Westbrook qui a la balle, tu vas quand même avoir des moments où tu vas marquer des points très très facilement. Ça viendra des Iggy, ça viendra de LeBron, et ce sera très souvent servi par Westbrook. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'adore notamment un truc, des séquences où tu as Westbrook qui va faire le premier drive, qui commence à faire écrouler la défense, il ressort sur LeBron,
Et même si LeBron aura toujours le tir comme option, et fait une très bonne saison l'an passé au tir à 3 points, que ce soit en catch and shoot et que ce soit en sortie de dribble, mais même s'il refuse le tir, le fait qu'une partie de la défense soit écroulée et que lui il arrive comme ça à lancer sur son drive, ça va créer énormément de points faciles. Ou comme tu dis, comme à nouveau la défense va devoir s'adapter à LeBron, donc AD aura un champ libre pour finir de son côté. Ça annonce des belles choses. Oui. Bah oui, quand même, tu vois, Il y en a un justement qui nous proposait le contraire. Il nous pose la question si on mettait LeBron en 1 et Westbrook en 2, comme aux Rockets. Je pense que justement, le souci des Rockets, c'est ce qui a amené un peu leur perte face à nous, c'est que de 1, Westbrook était un joueur off-ball, mais surtout ce qui était important pour les Rockets et ce qui s'est passé, c'était que James Harden avait le ballon dans les mains en isolation. Et à partir du moment où tu as zéro mouvement, et on l'a déjà vu aux Lakers, dès que tu n'as pas de mouvement, automatiquement ton manque de spacing se fait target par la défense te laisse tes shooters, en tout cas tes non-shooters libres, et tu te fais emmerder, ils sont en train de bloquer la peinture. Par contre, dès que tu rajoutes du mouvement par des systèmes intelligents, et c'est là qu'on va voir si Vogel, ou en tout cas le staff de Vogel a évolué de ce côté-là, des systèmes avec beaucoup de mouvements, etc., pour justement favoriser le sérieux et le suivi de la défense en face. Là, ça va libérer des espaces et ça va faire très mal. Mais si on joue isolation sur isolation, j'ai un peu peur, les garçons, que ça soit compliqué. Non, c'est vrai. Après, on va pas être gourmand sur le pourcentage à 3 points de Westbrook. Non. Tu vois, même s'il est sur catch and shoot, uniquement sur catch and shoot, s'il est à, on va dire entre 33 et 36%, ça nous ira. Ouais. Et c'est son pourcentage actuel. Cette saison, il était à 35%, je crois, sur catch and shoot. Ouais. Et un joli 40,6% dans le corner. Voilà, donc ça nous suffira. C'est pas pour ça qu'on le prend, mais s'il est capable de le faire sur ces pourcentages-là, ça ira au niveau de son efficacité off-ball. Mais comme tu dis, ça sera après à Frank Vogel, et on attend un sérieux. Moi, j'avais pointé dans le dernier live comme un des soucis de notre série face aux Suns. Là, il faudra vraiment step up au niveau de l'imagination et de la créativité offensive. Ouais, absolument. Après, c'est intéressant que vous parliez du jump shot de Russell Westbrook. Est-ce que vous avez des stats? Moi, j'en ai pas, je vous pose la question, sur l'efficacité de Russell Westbrook sur son shoot à mi-distance. Parce que c'était, on va dire, une de ses très bonnes qualités au début de sa carrière, pendant les premières années de sa carrière. Je sais pas ce qu'il en est d'aujourd'hui. Il m'a semblé que Wizards, c'était pas terrible en termes d'efficacité. Je sais pas si vous avez un peu plus d'infos là-dessus. C'est pas bon. C'est pas bon. Et l'autre point fort de Russell Westbrook aussi, c'était l'isolation. Et l'isolation, il est en train de se perdre. En fait, il perd son efficacité aussi. Après l'isolation, moi ça, je le mets aussi sur le dos de l'équipe pourrie des Wizards qui l'accompagnait la saison dernière, parce que si t'as pas de bons joueurs qui menacent la défense adverse quand tu pars en isolation, il y a des moments où tu vas rentrer dans le mur, et malheureusement c'est comme ça. Je sais pas, moi il y a quand même pas mal de soucis aussi qu'il faut aussi imputer à cette équipe dont il arrive, avec tout l'amour que j'ai pour Bradley Beal. Il est très paradoxal, Westbrook. C'est pour ça qu'il est clivant comme joueur. C'est que tu regardes les play types, le secteur où il est le plus efficace, c'est en spot-up. C'est marrant. Ok, c'est marrant, ouais. Alors qu'en transition, il est catastrophique sur la saison dernière. En isolation, Clément l'a dit, c'est vraiment pas bon. Et pareil, en pick and roll, c'est pas ça, quoi. Donc, est-ce que l'effet LeBron, de toute façon, LeBron et AD ont une capacité à faire briller les coéquipiers par leur seule présence? Est-ce que ça va se ressentir sur lui? Et on en parlait en off, il faudra qu'il y ait une petite prise de conscience quand même sur la sélection de tir. Ouais, c'est sûr. Ouais. Oui. Après, je rebondis sur un commentaire qu'on avait eu, j'ai pas le nom, je suis désolé, je sais même pas si ça nous a mentionné ou pas, qui disait qu'en gros, Westbrook, quand il arrive dans ta franchise, tu le prenais comme il était avec ses avantages et ses défauts, et c'est vrai que tu t'en feras pas un joueur qui va tourner à 40%, qui va devenir un porteur de balle secondaire avec une principale activité sur le shoot extérieur, quoi. Tu vas forcément lui donner le ballon dans les mains pour avoir des possessions sur pick and roll, à voir si si les adversaires continuent de passer en dessous, ça va être problématique pour lui, mais il apporte. Pas problématique pour lui. T'as deux nouveaux screeners en LeBron James, c'est pour lui, tu vois, qui s'ajoute. En tout cas, toujours est-il que son apport sera certainement beaucoup plus positif que ses défauts impact. Messieurs, est-ce qu'on passe aux joueurs qui vont entourer Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis, ou on continue? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Russell? Non, pas sur Russell Westbrook, mais quand même sur la draft, puisqu'on a, si on n'avait aucun choix, on a quand même récupéré 4 joueurs. Oui, chez les non-draftés. Voilà, chez les non-draftés, on a déjà 2 way players avec Austin Reeves,
et le Frenchie Joel Ayayi. Alors non, c'est pas le TWC, le two-way contract, c'est pas plutôt le mec qui a les mixtapes du lycée là, le blanc. Non, c'est pas McClung. McClung et non, juste pour la Summer League et pour le training camp, mais c'est Austin Reeves alors. Ouais, Ayayi et Reeves, ouais. Ok, d'accord, ok. My bad. Adrien, continue. Ouais. Et donc Ayayi, donc il va marcher dans les traces de Ronny Turiaf, un autre Français sorti de l'université de Gonzaga, qui ont rejoint les Lakers. Deux joueurs qui étaient prévus, alors les estimations hautes, je les voyais parfois en fin de premier tour, enfin pour Reeves, je ne vois pas qu'il y avait ça dans les mocks, mais Ayayi, dans certaines mock drafts, se trouvait effectivement en 29-30, mais globalement c'était deux prospects du second tour qu'on arrive à voir en undrafted. Et à mon avis, c'est une belle affaire, et moi j'ai appris ça, et ça m'a vraiment étonné, qu'il y avait à partir du pick 45 une espèce de gentleman agreement entre les agents et les franchises, et où en gros, les joueurs pouvaient sélectionner leur destin, savoir s'ils voulaient être draftés ou pas. Ouais, c'était super intéressant, moi je ne savais pas du tout. Ce qui veut dire que maintenant on n'a même plus besoin d'acheter des picks 46. Il suffit que les joueurs veulent venir chez toi. Avec un discours visiblement très agressif de Pelinka, mais sensé, puisque c'est Ayayi qui en parlait. Il y a eu une grande conversation entre lui et Pelinka qui a dit non, mais viens, il y aura de la place cette année. Il y a vraiment des. Voilà, le roster est complètement dégarni, donc il y a des opportunités. En plus, avec le système du 2-way players qui est assoupli et où les mecs pourront vraiment faire beaucoup de matchs avec Move. Donc c'était une option à étudier pour la part du jeune joueur et très bien. Quand tu regardes sur les profils, au niveau de Ayayi, intéressant, ça sera du 3&D, mais capable de faire un peu plus. Alors, peut-être pas trop défense, pas trop, mais le 3, il est là, le playmaking aussi, il est là. Joueur de devoir avec beaucoup de responsabilités à Gonzaga, donc intéressant. Reeves, lui, c'était la première option d'Oklahoma. Donc c'est un petit peu le grand thriller de 2021, quoi. Mais à voir. Ça peut être très fun en Summer League. Et si c'est très fun et ça marche fort en Summer League, on peut avoir une jolie surprise pour le training pour la saison à venir. Et les deux autres, alors McClung, c'est un peu dans le même style que Austin Reeves, donc je ne sais pas trop quel destin on lui réserve, à mon avis, j'y compte pas trop. Par contre, l'ailier qui sort de Michigan, moi je le trouve intéressant. Chandy Brown. Chandy Brown, je le trouve pas mal. Et pareil, bon sur le tir à 3 points, grosse énergie au rebond offensif. De la défense sur l'homme parfois qui est intéressante, donc tout ça me fait dire que finalement je n'étais pas hypé pour la Summer League à Las Vegas, mais si finalement j'ai un peu m'hypé quand même. Bon, on regardera tout ça, de toute façon on va suivre tout ça. Oui, après je tiendrai à dire quand même que John D. Brown a donc un défaut majeur, c'est d'être passé par Michigan, comme beaucoup. Voilà. Messieurs, on passe sur notre effectif, ou plutôt l'effectif de la saison dernière, est-ce qu'on va garder ensemble, puisque actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 joueurs sous contrat. Donc, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol qui est toujours là pour le moment, et Alfonso McKinney qui a toujours son contrat non garanti. Tout reste à construire du côté de Los Angeles. Et j'aimerais d'abord, avant de penser à des noms clinquants venant de l'extérieur, parler de nos joueurs qui sont devenus agents libres pour voir si vous espérez une signature. Et donc, je vais citer MV Pierre qui nous a posé une question. Parmi les joueurs de l'année dernière, vous comptez sauver qui ? Messieurs, comment on s'organise ? Est-ce que je fais un petit listing des joueurs et on fait du cas par cas assez rapidement ? Ouais, on les fait un par un rapidement, ouais. Allez, on commence par le senior d'entre eux. Dennis Schroeder, du coup, c'est toujours possible d'aller chercher Buddy Hield. J'en reviens à un sign and trade de Schroeder. Deuxième question de Savant qui me dit, on parle encore de sign and trade pour Schroeder, c'est encore possible. Visiblement, messieurs, eux ont déjà tourné la page, donc on ne re-signe pas Dennis Schroeder, on est d'accord ? Non. Moi je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr de ça. Ah ouais ? Moi je sais pas. Soit ce serait certainement dans la possibilité, ou Dennis Schroeder ne trouve pas chaussure à son pied, c'est ça, Adrien ? Ouais, ça pourrait. J'ai du mal à voir quel est son marché. J'ai du mal à voir aussi les équipes qui voudront mettre 20 millions ou 25 millions sur lui. On parlait avant de Chicago avec une réunion avec Donovan, mais Chicago semblerait très chaud pour Lonzo Ball. C'est quasiment fait apparemment, ouais. Et on va pas se voler la face, hein. Enfin, entre les deux, il n'y a pas photo, hein, si tu veux. Non, y a pas photo, non, mais c'est vrai, si tu veux. Si je suis les Bulls, je fais venir Lonzo tous les jours de l'année à la place de Dennis Schroeder. Bien sûr, t'as déjà Zach LaVine à côté. Enfin, quel intérêt de mettre Schroeder à côté de Zach LaVine, j'en parle. Les dernières rumeurs feraient état d'un intérêt de New York, et c'est tout en fait. Ouais, New York. Voilà. Et New York, ils n'auront pas mieux à chercher pour le poste 1 ?
Bah, ça dépendra de ce que fera Laurie, typiquement. Voilà. Par exemple. Il y a des cibles qui sont quand même aussi intéressantes pour les Knicks. Ou en vrai, même des Rosanne, même si le fit est moins bon, mais t'as du playmaking aussi, tu vois. Franchement, on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Il fait très barrette dans le profil. J'ai du mal à voir les Oui, deux. c'est pas faux. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Mais Laurie, par exemple, typiquement, tu dois y aller. Conley, tu dois y aller aussi. Ouais, Conley, ouais. C'est vrai que j'avais oublié Conley, ouais. Tu vois, c'est des joueurs sur lesquels, qui sont, à mon avis, au-dessus dans la hiérarchie du meneur dont ont besoin les Knicks. Donc toi, du coup, pour ton scénario, excuse-moi, j'allais poser la même question que moi, c'est que Schroeder ne trouve finalement pas le mantra d'équipe prête à lui donner tout l'argent qu'il veut, et peut-être aussi qu'il n'a pas envie de se retrouver à faire des tournois Warzone dans des villes toutes pourries. Tu te dis, Dennis Schroeder ne trouvera pas chaussure à son pied, et du coup, qu'est-ce qui se passerait par rapport aux Lakers? Du coup, on est en position de force et tu es là en disant, bah, écoute, bon, tu ne te trouves pas, nous on peut te prolonger. Alors, il y a une réserve à ça. C'est-à-dire qu'il faut que Gianni dise, on est nos limites au niveau de la luxury tax. Voilà, c'est la seule condition. Mais si tu veux tes 25 millions sur plusieurs années avec du dégressif, pour que tu ne sois pas lésé et que derrière tu sois plus tradable en année 2 ou 3 de ton contrat, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Moi, je le prends pour lui redonner son rôle naturel, qui est celui de 6e homme. Ouais. S'il n'a pas d'autre. Pour moi, son pic de compétences dans la ligue, c'est un 6e homme. Et il est très fort en 6e homme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Et en plus, tu te rajoutes de la monnaie pour les prochaines free agency. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Clem, mais personnellement, si c'est pas pour le sign and trade, Dennis Schroeder, pour moi, c'est bon vent et merci pour rien. Honnêtement, c'est un joueur pour lequel j'ai pas du tout aimé son passage aux Lakers. Bon, d'un point de vue basket, voilà, on a déjà fait le constat dans le live de l'autre fois, on en a déjà un peu parlé, on en a reparlé. Mais moi, c'est vraiment son attitude, moi, qui m'a dérangé par rapport aux Lakers. Cette espèce d'attitude greedy où finalement, sur le terrain, c'est pas si flamboyant que ça. Et dans l'attitude, c'était pas terrible. Non, moi, franchement, c'est un joueur que j'ai pas du tout envie de revoir, même en 6e homme, qui serait quand même une très belle option, j'en conviens, Adri. Même si j'ai peur que d'un point de vue du fit, ça se marche un peu dessus avec Russell Westbrook quand même. Mais moi personnellement, c'est pas un joueur que j'ai nécessairement envie de revoir sur mon maillot. Il y en a d'autres là qu'on va arriver, dont on va discuter, mais pour moi, Dennis Schroeder, c'est non, personnellement. Il y a deux lectures à avoir. C'est est-ce qu'on considère Dennis Schroeder comme une asset et on regarde ça d'un point de vue financier et échange. Ce qui peut être le cas, hein, finalement. On a prolongé des joueurs. Regarde, on a prolongé Kyle Kuzma la saison dernière pour mieux l'échanger cette année. Pareil pour KCP. Je pense que c'était pas le plan A, mais KCP s'est retrouvé en tant qu'asset. Pareil pour Montrezl qui a activé son option et au lieu de se lambiner, on aurait pu dire qu'on allait vivre une saison avec Montrezl, il est tout de suite parti. Par contre, il y a une autre lecture sur le plan sportif. On parlait jeudi dernier des échanges un peu tendus entre certains joueurs, des tensions, des mentalités qui n'étaient pas en accord avec les Lakers. Et on avait notamment cité Dennis Schroeder, Kyle Kuzma et Montrezl. Et pour le moment, il y en a 2 sur 3 qui sont partis. Donc, comment tu te positionnes du point de vue de politique? Est-ce que tu considères que tu vas prendre Dennis Schroeder et tu espères le libérer assez rapidement pour qu'il ne foute pas la merde, en tout cas, et qu'il n'y ait pas de bouchons sur certains postes? Ou est-ce que tu le laisses partir en ayant confiance avec les joueurs que tu vas re-signer dans ton effectif sur ces postes-là, ou les joueurs free agent que tu vas ramener à Los Angeles? Tu as dit le mot asset, on n'en a pas. Oui, c'est sûr. Enfin, sauf si tu considères Anthony Davis comme un asset, mais bon. Personnellement, non. Alfonso McKinney, mec. Alfonso. D'accord. Non, après, asset, si tu re-signes Caruso, c'est une très très belle asset, surtout vu. Ouais, mais alors là, c'est pas l'asset qui va partir, tu vois. Ah non, mais moi non plus, mais je parlais tu vois, tu parlais d'asset, on y reviendra plus tard à Caruso, mais ouais, bon. Donc pour toi, Adrien, tu laisserais la porte ouverte plutôt pour Schroeder si jamais il ne trouve pas chaussure à son pied. Je renonce pas au bird rights et on est maintenant en position de force. Le marché n'est plus si favorable que ça pour lui. À voir. À voir. C'est ça. De toute manière, on n'a plus aucune raison de renoncer au bird rights. C'est soit ils signent quelque part et du coup on les a plus, soit on a toujours la même mise dessus. Donc, c'est ça, voilà. Toi, Nanas, t'as déjà tourné la page, toi. Okay. Ouais, moi la page Schroeder, elle est tournée. Ah, il faut répondre à la question du sign and trade. Une fois pour toutes. Oui, alors c'est vrai. Non, mais par contre, si sign and trade cet été, moi je parle pas de l'hiver prochain, je parle de cet été est possible, pourquoi pas. Mais déjà me retaper 6 mois avec lui, enfin plutôt quelques mois avec lui en début de saison régulière, franchement ça me ferait chier quoi.
Et qu'il aille faire son CV pour le Face Clan et qu'il arrête de nous casser les couilles, quoi. Barre-toi. Voilà, moi, c'est mon avis sur Dennis Schroeder. Adrien, du coup, sign and trade? Comme on disait, c'est pas possible, de toute façon. De toute façon, c'est pas possible, financièrement. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Si c'est possible, mais ça serait vraiment trop compliqué. On nous a parlé de Buddy Hield et il faudrait vraiment, là, au niveau conjoncture. Un alignement des planètes, ouais. Ouais, c'est ça. Au niveau des salaires garantis, on est à 130 millions. Si tu conserves les cap-hold de Caruso, THT, Matthews, Morris, ça te fait déjà être au-delà de l'Epron. Et il faut rajouter le cap-hold de Schroeder. Donc, il faudrait renoncer à tout le monde. Non, puisque c'est Schroeder qui signera ailleurs. Mais ça veut dire que ta contrepartie, c'est forcément un joueur qu'une équipe a sous contrat. Bien sûr. Oui. Puisque c'est l'équipe qui reçoit le joueur free agent qui est hard capé. Moi, j'avais lu que c'était les deux équipes qui étaient hard capé. Voilà, il faudrait que Dennis Schroeder soit signé avec une franchise qui n'est pas. Excusez-moi, j'ai eu un bip de mon côté. Il faut soit signer avec une franchise qui n'est pas en possibilité de le signer via son cap space, donc ça peut pas être New York par exemple. Ça paraît assez compliqué. Il faudrait monter un deal à plusieurs. Il faudrait l'insérer dans le deal avec Washington. Ça paraît quasiment impossible. Voilà. Messieurs, est-ce qu'on passe aux deux sujets suivants? Et je pense qu'on aura peut-être un avis différent sur ça que par rapport à Schroeder. Caruso et THT. Donc on nous a posé des questions. Comment ça va se passer pour Caruso et Talen Horton-Tucker? Est-ce qu'on part vers une re-signature ou un départ des deux? C'est Clems BLT qui nous posait ça comme question. Les situations contractuelles sont sensiblement différentes. Au niveau de Caruso, on a les bird rights, donc on peut vraiment se faire plaisir en termes de salaire sur lui. Personne ne pourra proposer autant que les Lakers à Alex Caruso, que ce soit sur le pourcentage du salaire et sur la durée du contrat. Bon, maintenant, je ne pense pas qu'une franchise propose 80 millions sur 4 ans à Alex Caruso. Non. Mais voilà, normalement, on peut s'aligner sur tout. Moi, j'aime tellement le joueur que même s'il y avait, on devait lui donner le contrat de KCP ou Kuzma, je lui donnerais. Ouais, moi aussi. Pour tout ce qu'il apporte à l'équipe, pour le point d'équilibre général qu'il peut apporter en fin de match ou en sortie de banc. Et typiquement, je le dis maintenant, si on ne prolonge pas Caruso, pour moi, ça serait une free agency ratée. Ouais, mais pour moi aussi. Et d'ailleurs, si on se projette en quelques secondes sur le basket et sur l'apport que pourrait avoir Caruso justement sur les Lakers la saison prochaine. Il y avait une question à ce sujet, ouais. Vas-y, c'était la question de qui? La question de Matt King qui posait un Caruso propulsé titulaire aux côtés de Westbrook avec LeBron 4 et 5 notre death line-up. C'est vrai que si ce n'est pas en étant titulaire, on sait que si ce n'est en tant que titulaire, on sait que Caruso, s'il est conservé, et vraiment, comme je vous rejoins là-dessus, je ne comprendrais pas qu'on s'en sépare pour quelques millions de dollars économisés. Si on est vraiment sur cette idée, Caruso finira certainement tous les matchs. Absolument. Et s'il continue sur, on va dire, son shoot, qui est quand même plutôt décent en carrière, il est à 37,7% sur un petit volume, mais sur 4 ans en NBA, pour un joueur qui finalement apporte tellement en défense, c'est quand même plutôt pas mal, et qui apporte aussi d'ailleurs sur les cuts, et même un petit peu en attaque sur quelques possessions. Ça pourrait être très très intéressant de le voir en paire avec en paire de guard avec Russell Westbrook sur des closing line-up, tu vois. Donc moi Caruso, c'est all-in sur lui, carrément. Et d'ailleurs, c'est une question. Alors je sais pas si c'est vraiment une question qu'il faut se poser, parce que je pense qu'on a le luxe de garder les deux. Mais déjà, moi, s'il fallait garder Caruso ou THT pour continuer, moi je garde Caruso des deux à choisir. Ouais, pareil. Et on en avait d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on s'était déjà dit ça à la fin de la saison dans un pod. On s'était posé la question, on s'était dit. Là, il va y avoir les deux dossiers Caruso et THT qui peuvent potentiellement être épineux selon les moves qu'on va faire à l'arrivée de la free agency. Bon, là, en l'occurrence, on a Russell Westbrook. On s'était posé la question, on s'était dit, s'il fallait en keep l'un des deux, Caruso ou THT, on avait tous les trois dit Caruso dans mes souvenirs. Donc, all-in pour Caruso, personnellement. Après, ça rejoint un petit peu. Ce matin, j'avais posté un gentil tableau. Du coup, je me suis amusé à sortir un outil de B-Ball Index. En essayant de référencer les shooters qui sont plutôt à droite, qui peuvent sanctionner sur les catch and shoot, et ceux qui sont le plus mobiles et efficaces en défense. Et finalement, Caruso se retrouve dans le tableau avec certains autres non connus et un peu moins connus, mais méconnus. Voilà, c'est assez gratifiant de le voir ici. Lui, c'est plus un DN free finalement, parce qu'il shoot. Il a peut-être un volume un peu moins important que certains qui sont dans le tableau, mais
excellent dans ce rôle-là. Donc je ne vois pas comment les Lakers justifieraient de se séparer de Caruso, ou du moins de le laisser partir. Comme tu l'as dit, Adrien, hein, que ce soit 10 ou voire 12 millions, je suis prêt à m'aligner dessus depuis. Surtout qu'il n'y a pas de. Comment dire ? Il n'y a pas de contrainte financière finalement, puisqu'on n'a pas fait de sign and trade, on ne sera pas hardcapé normalement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je ne vois même pas pourquoi il y a des sources qui disent qu'on n'irait pas au-delà de 6 millions. Enfin, je ne comprends pas. On voit bien que c'est grâce à ces salaires-là de 10-13 millions qui te font arriver dans des trades plus grands. Donc on parlait d'assets, c'est fondamental et la valeur sportive du joueur n'est plus à démontrer. Tu le mets sur le terrain, boum, ça y est, l'effectif est meilleur, point. Bien sûr. Donc, et pensons quand même qu'on va devoir rencontrer des équipes avec des bas courtes qui sont waouh. Enfin, voilà, je n'ai pas envie de me projeter sur une éventuelle finale NBA, mais à un moment donné, on va quand même rencontrer Irving Harden. On a bien présenté du répondant par rapport à ça. Et surtout en ayant perdu KCP d'ailleurs. Surtout en ayant perdu KCP et même en ayant perdu Schroeder, qui est à ce niveau-là pas exceptionnel, mais pas le pire des défenseurs non plus. Absolument. Arriver avec Westbrook à Houston, c'est une petite assurance quand même. Monsieur, on a parlé de Caruso du coup, il y avait aussi Talen Horton-Tucker dans la discussion. Talen Horton-Tucker qui est agent libre restreint. THT, sur THT, en termes de contrat, on a les Early Birds. C'est ça. On a les Early Birds, qui fait qu'on a la main sur le joueur, c'est la Gilbert Arenas provision. Et l'équipe qui voudra le signer, alors tout dépend de combien elle va lui proposer par an. Mais de toute façon, ils ne pourront pas proposer sur les 2 premières années plus que la full MLE. Et comme on a les Early Birds, on peut aller jusqu'au salaire, jusqu'à 105% du salaire moyen de la ligue, ce qui fait environ 10 millions. Donc, on a la main sur le joueur. Si on veut le prolonger, quitte à accepter la poison pick sur l'année 3 et 4 du contrat, mais on peut le faire quand même. Et pour exactement les mêmes raisons que Caruso, si Ginny veut bien payer la luxury tax, je ne pose même pas la question, je match. Ouais, moi aussi j'y vais aussi pour THT. D'autant qu'en plus, c'est quand même un joueur qui finalement, cette dernière saison n'a pas été parfaite. Je pense qu'on est tous conscients. Mais mine de rien, c'est quand même un joueur à qui c'est très intéressant de donner des minutes, même en saison régulière quand tu as des petites absences, etc. C'est un joueur qui finalement est plus jeune que Kuzma et se développe mieux que Kuzma et progresse plus que Kuzma. Attention sur le fait que sa saison n'ait pas été parfaite. On parle quand même d'un joueur qui a 20 ans, 21 ans. Et on partait en début de saison avec une hiérarchie établie. On avait ramené Wesley Matthews et finalement, Vogel s'est trouvé rapidement emmerdé puisque THT méritait des minutes aussi. Est-ce qu'on attendait ça d'un sophomore ? Peut-être pas à ce niveau-là. Après, c'est vrai que les attentes en lui sont assez énormes vu son potentiel physique et son intelligence déjà et son talent pour aller au drive. On en attend certainement plus qu'il puisse impacter, mais il faut lui laisser aussi du temps. C'est un projet. Ouais, absolument. Mais c'est un projet, justement, et c'est même, je vais même aller encore plus loin. Russell Westbrook, c'est pas dit qu'il continue avec les Lakers. Anthony Davis, finalement, il a que 28 ans. Imagine THT progresse énormément et devient un très bon joueur pour continuer avec AD. Si LeBron et Westbrook ne restent pas dans un futur, ce qui est pas fait du tout, c'est un pari ultra gagnant finalement que tu réussis pour pas beaucoup de risques. C'est quand même low risk high reward THT à mon humble avis. Est-ce que vous voulez passer au joueur suivant ? Oui. Ouais. Allez, j'en regroupe 2 là aussi. Allez. Wesley Matthews et Markieff Morris. On a une question de Dimi NBA qui nous posait la question est-ce qu'on était d'accord que ramener une partie de nos agents libres, donc lui citer Caruso, THT et Matthews, est important non seulement car ils sont bons et fit avec les 3 stars, et 2, l'ADN Lakers si l'alchimie ne sera pas recréée entièrement, donc gain de temps est important en playoff. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça moi aussi. Est-ce que ces 2 joueurs vous les re-signerez du coup, Matthews et Markieff ? Si l'occasion se présente, peut-être qu'ils auront d'autres possibilités ailleurs, mais en tout cas, d'un point de vue Lakers, ce serait certainement intéressant de les prolonger. Oui. Surtout qu'ils n'auront pas mieux ailleurs que chez nous. Parce que pareil, Morris c'est comme THT, on a les Early Birds, donc on peut aller jusqu'à 10 millions. Alors on ne mettra pas 10 millions sur Markieff Morris, surtout par rapport à ça. Rien, tu sais pas, peut-être que New York va mettre 25 millions sur Markieff Morris. Non, de toute façon, il y a Marcus qui prend l'argent à sa place pour c'est vrai. Aux Clippers pour quelques années. Donc, il reviendra, je pense, Markieff Morris.
Donc, tu vois, s'il faut mettre 5-6 millions parce qu'il y a 5-6 millions en face, ça ne me pose pas de problème de les. Bon, pas en argent, donc je m'en fiche, mais ça ne me pose pas de problème de les mettre. Et pour Matthews, alors lui, on a la non-bird exception qu'on pourrait faire valoir, ce qui fait qu'on peut lui proposer l'année prochaine jusqu'à 4,34 millions la première année. Et je ne pense pas qu'il y ait un marché qui lui propose plus que ça. Ah bah non, parce que finalement, il sort pas d'une super saison avec les Lakers. Si on le re-signe, c'est plus un pari. Pour le coup, c'est plus un pari pour les Lakers qu'autre chose en réalité. Mais moi, c'est un joueur auquel je suis attaché. Donc moi, je serais prêt à repartir avec lui. Mais comme tu disais, Adri, est-ce qu'il a un marché ailleurs que les Lakers? Je suis pas certain. Hein. Je suis pas certain. Donc on a la main, du moins sur un point de vue économique et sportif, on a la main sur les deux joueurs. Et si ils veulent venir à des conditions qui satisfont tout le monde, à ce moment-là, moi je dis OK. Et exactement pour les arguments avancés. Hein. Il y a la question de l'alchimie et il ne faut pas repartir de zéro avec simplement 4-5 joueurs qui se connaissent. Ouais. En parlant de joueurs qui se connaissent, il y en a 2 autres. Bon, Jared Dudley, je ne vais pas en parler parce que j'imagine qu'il va encore gratter une place dans le roster. Et si jamais une place dans le coaching staff. Mais il y a 2 autres noms qui sont free agents, messieurs. Ben McLemore. Ouais. Est-ce que vous le gardiez? Est-ce que vous le gardez, excusez-moi. Est-ce que vous le laissez partir? Bon, moi, vraiment, en dessous de fin de free agency, pour voir si on a rien comblé comme poste. À ce moment-là, je me penche sur le cas McLemore, pas avant. Ouais, moi aussi. Pour moi, là, surtout, en plus, si tu ramènes Westbrook et que tu re-signes Caruso et THT, lui, c'est vraiment le numéro 13, 14 ou 15 de ton roster, quoi. Voilà, donc, moi, fin de free agency, effectivement, si on n'a rien de plus sexy, pourquoi pas, tu vois, mais sinon, non. Bon, ok. Je me penche peut-être sur un cas un peu plus important, un joueur un peu plus. Un joueur plus important dans la hiérarchie. André Drummond, messieurs, que fait-on? Non. De toute façon, je ne sais pas si c'est une question qui se pose. Non. Et lui, pour le coup, en termes contractuels, c'est compliqué parce que c'est soit 1,9 million, soit on envoie la TPML. C'est ça. Taxe payée. C'est vraiment dommage. Ouais. Quel dommage. Quel dommage, André. Bon, mais attends, madame. Pour moi, le marché pour Drummond, c'est le minimum. Ok. C'est ma hot take, mais pour moi, il n'aura pas plus que le minimum à cette fête. Ah non, il l'aura. Moi, je pense qu'il l'aura. Je pense qu'il y aura une équipe suffisamment conne pour lui donner un peu plus que ça. Mais pas les Lakers, j'espère. Non, ouais. Moi, je le vois pas. Enfin, je vois les équipes quand même se planter comme nous de façon incroyable et lui filer plus que le minimum. Même si, à mon humble avis, franchement, c'est même pas un top 30 pivot pour moi dans la ligue. Donc, il mérite pas beaucoup. Mais il y a quand même, tu sais, il y a des équipes qui aiment bien les noms, etc. Donc, je le vois bien se trouver quelque chose. Très bien. Mais, messieurs, principe de base, mais si des joueurs s'en vont, d'autres vont forcément arriver. Ouais. Avec des lacunes identifiées, notamment dans le shoot et la polyvalence défensive, si on peut dire. On a eu quelques questions, donc je vais citer celle de Bamboo Laroma et JDDS, en gros, qui me demandent selon nous quel free agent on peut signer, ceux qui sont faisables, et qui on aimerait voir dans l'effectif. Donc je vous propose d'abord de commencer sur peut-être des profils plutôt que des noms. Est-ce qu'il y a des profils intrigants à signer tout de suite qui vous semblent primordial pour la saison qui va arriver? Du 3&D, pour moi c'est le profil le plus important. Alors sans mentionner pour l'instant les joueurs, hein, mais là c'est sûr, on doit déjà qu'avec LeBron James c'est un profil dont tu as besoin, mais LeBron James et Westbrook c'est un profil qui devient indispensable. Donc tu parlais de 3&D mais des ailiers surtout, plus que des guards, tu vois, plus que des guards. Post 3-4, ouais. Ouais, voilà, pour moi c'est du post 3-4 qu'il te faut. Ouais. Ou à la limite c'est du grand 2-3, voilà, c'est ça qui faut aller chercher. Mais, parce qu'à la limite tu peux te dire, allez, si tu prolonges Caruso pourra être ce poste 2 en fin de rencontre, il a ce rôle-là. Mais au moins poste 3, il faudra voir si on vise le swingman ou plutôt le 3-4. Mais ça, c'est le premier profil que je ciblerai. Maintenant, vu qu'on est aussi complètement dégarni au niveau du poste de pivot, ça serait bien de retrouver un energizer. Ouais. Qui serait, alors pas vraiment, j'ai mis ça aussi en termes de pivot traditionnel, mais pas parce que ça veut dire jouer au poste, donc ça j'en veux pas. Mais un joueur qui sera capable d'apporter du contre, du rim running, ce type de choses-là qu'on a un peu perdu cette année et qu'on perd définitivement avec Harrell.
son allant aux Wizards, et c'est à peu près tout. Ouais. Sur le profil que j'ai ciblé, puisque maintenant le créateur. Le ball handling, maintenant, on n'en a plus vraiment besoin. Ça y est. Hein. Oui, mais après, tu essaies forcément de remplir ton effectif avec des joueurs capables d'écarter le jeu ou de défendre, voire les deux en même temps. Donc, mais vraiment, les profils à cibler en premier, ça semble être le Friendly, notamment, puisque tu as parlé du pivot, Adrien, mais on sait qu'en playoff, la question se pose très très peu. Oui. Elle se pose peu, mais elle se pose sur. Elle peut se poser. Elle peut se poser sur certains matchs après. Sur les 15 minutes. Donc c'est bien de l'avoir dans la toolbox. Oui, mais de toute manière, si en plus tu apprends que LeBron se chauffe pour jouer en 4 et AD en 5, là on va avoir besoin d'ailier parce que pour le coup, Kuzma, on lui a chié dessus allègrement quand il était mauvais, mais il avait quand même le profil d'un point de vue du player build qui collait très très bien avec ce que tu veux mettre en temps avec LeBron dans les pattes de LeBron et AD quoi. Oui, c'est pour ça qu'on était allé chercher Markieff Morris la saison précédente et c'est pour ça que la saison dernière on espérait qu'Otto Porter Jr. accepte un buyout du côté d'Orlando. Est-ce qu'on se penche un petit peu plus sur des joueurs spécifiques qui vous intéresseraient et après on fait un mix avec les rumeurs qu'il y a eu, voir si ces joueurs collent totalement au projet. On a reçu quelques questions à ce sujet au niveau des noms. Est-ce qu'on commence par... vas-y, commençons peut-être par le nom qui sort le plus depuis quelques jours. Notamment, je vais prendre la question de Lehood, c'est Otto Porter Jr. qui viserait une mid-level exception. Joueur de talent très très bon, friendly, mais avec un gros passé en termes d'infirmerie. Oui. Et donc la question c'était, avec Otto Porter qui viserait une mid-level exception, ne serait-ce pas sur lui qu'on devrait la mettre, car friendly solide, le seul problème c'est qu'il est souvent blessé. Messieurs, Otto Porter Jr., est-ce que ce sera notre salut à nous? Moi c'est oui, mais je suis inquiet par les blessures quoi. Et là sur ces 2 dernières saisons, il n'a pas beaucoup joué. Hein. C'était un joueur qui était relativement dispo pour cette première saison, mais tu sens que plus il vieillit, plus il est en kit le mec quoi. Donc c'est pour ça que sa cote a totalement baissé sur cette année-là. Bien sûr. Mais foutre ta TPMLE sur un joueur qui finalement n'a pas joué tant que ça sur les 2 dernières saisons, c'est quand même un pari, tu vois, mine de rien. Même si c'est un joueur qui effectivement d'un point de vue du fit serait parfaitement dans le moule quoi. Adrien, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, enfin moi j'ai raisonné en termes de range, donc s'il faut mettre la TPMLE sur Otto Porter Jr., à qui on pourrait la donner à la place. Et pour moi, il n'y a que 2 noms qui sont plus intéressants que lui dans ce range, c'est Danny Green et Nicolas Batum. Batum, je prononce en anglais, pardon. Et est-ce que ces 2 joueurs-là accepteraient... De toute façon, Batum, ce sera ça aux Clippers. Mais est-ce qu'il accepterait de quitter les Clippers pour les Lakers? Je ne sais pas. Non, ça c'est compliqué. Ouais. Enfin oui, effectivement. Ouais. L'alchimie, comment elle s'est créée avec... j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché quand même cette année les Clippers. Et fait du bon taf là-bas. Je le vois mal quitter les Clippers. Et pour Danny Green, est-ce qu'il va accepter de... Alors pareil, le problème de Danny Green, c'est que les Sixers ont la main sur le dossier. Donc ça veut dire que nous, on proposait que 6 millions. Je pense quand même que Morey pourra mettre 10-12 facile sur lui. Donc le double de la TPMLE. Est-ce que Danny Green voudrait vraiment revenir à LA? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, ce qui est embêtant avec Danny Green d'un point de vue du fit, c'est que c'est pas un vrai ailier en réalité, c'est un guard, tu vois. Donc d'un point de vue purement du fit, il fit moins que Otto Porter Jr. Il fit sur le profil 3&D, mais pas sur le player build, quoi. Il fait 2-3. Il est quand même assez grand, Green, mais il fait plus 2-3 que 3-4 comme voilà. Comme Porter Jr. Donc, si ces 2 profils-là partent, en fait, le seul qui serait dans le range, ça serait Reggie Bullock. Oui. Et bon, Bullock, il est en santé, mais il est 3, il n'est pas vraiment dit. Il n'est pas du tout dit. Donc, c'est pas du tout dit. Donc, et puis, on l'a quand même eu aux Lakers, et il avait été nul. Il avait été nul à chier. Donc moi c'est pas un joueur pour lequel, même si effectivement l'eau a coulé sous les ponts, tu vois, c'est pas un joueur par exemple comme Wayne Ellington qui avait été plutôt sympa aux Lakers et qui part ensuite et pour lequel ça me ferait plutôt même plaisir de le raccueillir, tu vois. Ou même, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a aussi le vieillard Trevor Ariza, tu vois.
Reggie Bullock, moi je suis un peu gêné aussi parce que son passage aux Lakers était nul, tant sur le basket que sur l'attitude. Il n'en avait rien à battre de l'équipe. Il n'en avait rien à battre de la franchise. Il était juste venu pour promouvoir ses combats sociétaux, machin et tout. Il beaucoup parlé dans les médias, mais finalement sur le terrain, il était nul à chier. Donc, ouais, moi je suis un peu embêté aussi par Bullock, tu vois. Pourtant, il était pas fan des Lakers à la base. Je sais pas, mais ça, je sais pas. Si, bon, ben, tu vois, mais bah, tu vois, enfin bref, moi, c'est pas un joueur que j'aime, sincèrement. Voilà. Au-delà d'Otto Porter Jr., il y avait peut-être d'autres noms, Adrien, qui t'intéressent. Tu as parlé de Batum et de Green en dessous. Est-ce que tu as un autre range disponible ou pas? Ouais, j'ai un autre Green, Jay Mitchell Green. Ouais. Qui alors lui, il est moins 3 que 4. Mais je le vois dans le range, parce que quand même c'est un joueur sérieux et qui gagnait plus cette année. Donc c'est-à-dire accepter la TPMLE pour lui, c'est quand même accepter un pay cut. Donc, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est un joueur de devoir. Dans le spacing il est là, dans le rebond il est là, en défense collective c'est honnête. Donc je ne serais pas mécontent de le voir arriver chez nous. Ouais, c'est vrai que ça shoot plutôt pas mal à 3 points en plus, sur le game. Il y avait peut-être un ou deux joueurs, alors qui j'estime qu'ils ne valent peut-être pas ce prix-là, mais on va être obligé d'utiliser cette MLE pour les signer, puisqu'ils ont à même contexte, ils préféreront rester dans la franchise. J'avais James Ennis-Free de ce côté-là, et il y avait Kent Bazemore qui sort d'une saison à peu près correcte, qui sort d'une saison correcte, excusez-moi, aux Warriors, et qui pourrait se voir un peu en embouteillage, puisque Clay va revenir. Ils vont certainement essayer de conserver Kelly Oubre si possible. Ils ont signé Moody, donc peut-être que c'est l'occasion pour les Lakers de faire revenir Kent Bazemore. Ouais, moi Kent Bazemore, je suis plutôt chaud, moi. Moi aussi, je suis très chaud, mais je le voyais accepter plus que ça. Ouais, tu le voyais plus que la MLE? Moi, je vois plus que la MLE, Bazemore. Mais après, peut-être que je me trompe. Alors, si lui, tu peux le faire venir à la MLE, c'est. Ah oui, du coup, oui. Pour moi, c'est même mieux que Otto Porter Jr. Là, t'as quand même des certitudes. Ouais. Exactement. Lui, au moins, il va jouer et l'impact est là. Ok, donc on a cité la majorité des joueurs disponibles sur ce range-là et sur ce profil-là. Messieurs, vous n'avez pas sauté Carmelo Anthony. Comment ça se passe? Le problème, c'est qu'on parlait des ranges de MLE. Et moi, même au minimum, je suis même pas sûr d'en vouloir. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on en a pas parlé, quoi. Ouais, t'as le range joueur cramé. C'est qu'on va l'aborder après. Parce que là, on est tous d'accord pour dépenser cette mid-level exception sur ce profil-là de free and D. Ce leader qui pourra finir les matchs avec le 5 de départ, finalement. Certains évoquaient un Demar DeRozan qui pourrait accepter une ristourne du côté du salaire. On n'y croit pas. Une grosse ristourne, hein. Grosse ristourne. On n'y croit pas. Le mec mérite au moins 20 millions vu sa saison. Ça paraît compliqué qu'il s'assoie sur cet argent-là. On est d'accord tous? On est totalement d'accord. Maintenant, est-ce que si vraiment ce scénario-là, qui a 1% de chance de se réaliser, vient à se réaliser, en réalité, est-ce que tu peux dire non à DeRozan qui veut ta TPMLE toute pourrie, même si DeRozan est un fit, on va dire, pas bon du tout pour les Lakers, surtout avec l'arrivée de Russell Westbrook. Moi, je suis pas sûr que je lui dis non à Demar DeRozan. On évoquait au live Twitch que ce serait intéressant de voir LeBron, Demar DeRozan et Anthony Davis jouer au poste. Et pourquoi pas Bledsoe voilà. Mais je veux dire que maintenant qu'on a signé Russell Westbrook, donc c'est bien, on peut mettre 4 joueurs en même temps au poste, ça peut être excellent. Messieurs, donc on part sur cette idée-là de free and D, sur ces profils-là. On passe peut-être sur le pivot. Adrien, tu as défini ce chantier-là. Attends, juste avant que. Vas-y, allez-y, on y va comme ça. Donc moi sur le poste de pivot, alors là j'ai envie de faire du neuf avec du vieux, et dans le range j'avais beaucoup dans le contrat minimum, mais après tout ils y sont ou ils vont y être vraisemblablement, donc ça devrait pas poser de problème. Donc évidemment j'ai Javal McGee et Dwight Howard en ligne de mire. 15-20 minutes en saison régulière, ils vont se faire plaisir avec Westbrook, LeBron James. Et puis c'est des joueurs qui sont finalement attachants, surtout McGee. Howard, c'est un peu différent, il est en mode rédemption chez nous, mais bon, vu que ça s'est bien passé, je ne le vois pas être opposé à l'idée de revenir. Mais McGee aussi, c'est vraiment un joueur attachant et on sait ce qu'il peut faire, on sait qu'il donnera tout tant que le cardio est là sur un quart d'heure.
Et en plus, il connaît la définition du mot acronyme. Donc bon. Les fans des Sixers sont pas aussi hypés que nous sur la suite de la carrière de Dwight Howard, ceci dit, après cette dernière saison avec eux. Maintenant, c'est pas une équipe qui a extrêmement bien marché dans son ensemble non plus. En tout cas, qui a répondu aux attentes que les gens avaient autour de cette équipe. Du coup, c'est peut-être pas toute la faute de Dwight Howard et de ses quelques minutes non plus, quoi. Ah non, c'est pas lui qui. Mais à sa décharge, à la décharge de Dwight Howard, il a été mis dans des rotations de la mort designées par l'immense Doc Rivers, avec aucun spacing, aucun playmaking. Et c'est un joueur, si t'as pas de joueur autour de lui pour finir à 3 points, il te sert littéralement à rien, quoi. Donc, mais de toute manière, Doc l'a dit, c'est la faute de Ben Simmons. Et après, les mecs espèrent te l'échanger contre un gros package. Juste, moi, pour les pivots, pour rebondir sur ce que disait Adri, moi, Javel McGee ou Dwight Howard, moi, je suis chaud. Je suis plus chaud pour Dwight que pour McGee. Sachant qu'on va être dans une saison, je pense, où on verra beaucoup Anthony Davis en poste 5. Et dans ces conditions, à avoir un McGee starter et même en playoff, je pense que ça fait un peu overkill, tu vois. Parce que pour le coup, McGee, il est intéressant sur les blocs et en attaque sur les lobes. Pour le coup, Howard, il peut être aussi intéressant en défense, beaucoup plus que McGee. Du coup, moi, je suis plus chaud pour repartir avec Howard qu'avec McGee, même si j'aime beaucoup McGee. Mais tu vois, Vas-y. Non, j'allais continuer. Moi aussi, j'ai un petit goût d'amertume sur la fin de la relation, finalement, la fin de la nouvelle relation Dwight Howard Los Angeles Lakers, où il est arrivé dans la position du vilain petit canard qui finalement allait de rédemption, champion avec les Lakers, et qui part, on comprend pas trop s'il voulait rester aux Lakers ou s'il aimait les Lakers. Enfin, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé sur son départ. Du coup, pour corriger un peu ça aussi, tu vois, pour la Trinité, moi je suis chaud pour reprendre Howard par rapport à ça. J'allais dire qu'en termes de stats avancées, McGee a bien mieux vécu son départ de Los Angeles que Dwight Howard. Oui, c'est sûr. De comparaison. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, Javel McGee est une meilleure option que Dwight Howard? Moi, c'est ce que je soutiens, en tout cas comme idée. J'irais plus vers un retour de Javel McGee. Maintenant, est-ce que les Nuggets n'auront pas d'autres arguments à lui faire valoir? Il aura quasiment 20 minutes assurées derrière Jokic, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait d'autres profils en termes de pivot qui vous intéressaient? Il y avait quelques noms un peu clinquants, mais... il y en a un, il y avait Andre Drummond, mais évidemment non. On parlait de Nerlens Noel pour la TPMLE, mais moi je pense que c'est un peu au-dessus. Ça va être beaucoup trop, il va falloir demander plus. Et c'est toujours la même question, c'est est-ce qu'on dépense cet argent sur un pivot, sachant qu'il aura 15 Effectivement. Ou est-ce que tu vas le garnir ou est-ce que tu garnis ce poste avec du minimum, quoi. C'est ça. Un minimum à suivre, je pense qu'il y a un joueur, ça va être Willie Collins-Shine, qui a une team option, qui est une team option, il me semble, à Dallas. Dallas qui vient de récupérer des pivots pour se protéger. Profil un peu à la Maggie, lui, pour le coup. Hein. C'est ça. Moi, puisqu'on parle du bon vieux WCS, moi, je suis pas contre, personnellement. Pas contre du tout, même. Ouais, au minimum, pourquoi pas. Ouais, au minimum, pourquoi pas. Il faudrait que je vérifie, mais j'avais noté aussi Tony Bradley. Il me semble que OKC n'a pas activé sa qualifying offer et qu'il est donc free agent non restreint. Moi, je suis pas sûr. Mais ça pourrait être une solution. Moi, fan de Bradley, plus traditionnel dans l'approche du poste. Ok, très bien. Damien Jones, il est free agent? Ouais, athlétique. Oui. Normalement, oui. Et qu'est-ce qu'on en pense de notre bon volleyeur au minimum en fin de free agency si on n'a pas suffisamment garni le poste 5? Ça peut l'être aussi, ouais. Au même titre. Moi, j'y retourne. Hein. Au même titre que lui, un Jordan Bell aussi, un peu dans ce Ouais. Bismack Biyombo. Non. Ça va arriver un jour, hein. Je vous promets que ça va arriver un jour. Bismack to LA, le hashtag Bismack to LA. Aïe. Que t'as été le seul à utiliser sur tout Twitter. C'est ça. Et je le laisse. J'ai pas effacé les tweets, je les ai laissés. Messieurs, est-ce qu'il y avait d'autres profils? Il y avait notamment peut-être dans le profil de Markieff Morris, si jamais monsieur voulait quitter Los Angeles, est-ce qu'il y avait des joueurs intéressants? Moi, j'avais noté George Young et Trey Lyles. On a eu des questions sur Rudy Gay, notamment. Il y a la C2Vence qui nous a posé une question par rapport à Rudy Gay, puisqu'il rentre un petit peu dans ce profil du 3-4 plus 4
qu'est-ce que vous en pensez de Rudy Gay? Ou Carmelo Anthony qu'on a évoqué tout à l'heure. Ou Carmelo Anthony, effectivement. Peut-être qu'on va parler de Rudy Gay en premier. Vas-y. De toute façon, c'est comme Candyman. Hein. Vous la 13e fois que vous le prononcez, il arrive. Hein. Rudy Gay, moi je suis parti plutôt des gens qui seraient pour le signer, personnellement. Ouais, au minimum dans le range, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. De toute façon, on peut pas demander mieux. Donc, oui, il faut aussi se rendre à l'évidence qu'on n'a pas beaucoup de flexibilité par rapport au salaire et qu'on va prendre aussi ce qui va nous rester, quoi. On va vider les fonds de tiroir, quoi. Donc moi, Rudy Gay, c'est pas un mauvais fond de tiroir. Voilà, moi je suis chaud. Toi, je sais que toi, t'es pas très chaud, Clément. C'est pas que je suis pas chaud. Il faut se poser la question. Est-ce que actuellement, avec 3 joueurs dominants, on a assez de créateurs ou de scoreurs, ce qui est Rudy Gay, ou est-ce qu'il en faut un en sortie de banc? Dans ce cas-là, s'il en faut un en sortie de banc, Rudy Gay correspond à ça. Il est capable de se créer son shoot lui-même. Il est capable de scorer à 3 points, même si c'est pas élite. Et il est capable encore de défendre, même si c'est pas élite là aussi. Et ça correspond à ce range-là, contrairement par exemple à Otto Porter qui est un petit peu plus limité, ou Danny Green qui sera un peu plus limité de ce côté-là. Wes Matthews, c'est ça. Eux qui seront vraiment des shooters typiques et qui vont pas forcément se créer leur tir. Est-ce qu'on prend le parti qu'il nous faut un scoreur en tant que sixième homme entre guillemets, comme pouvait l'être un Kyle Kuzma ou Dennis Schroeder s'il avait accepté de jouer 6e homme, pour pouvoir créer pour lui et créer pour les autres. C'est bâtard de me rappeler ça. Pardon, excuse-moi. Ou alors, est-ce qu'on part sur un principe quand on prend quelqu'un comme Markieff Morris qui va juste, en tout cas la grosse partie du temps, shooter, et là il y a peut-être des profils qui sont un peu plus adaptés que Trevor Ariza. Je refais. Et donc il y a peut-être des profils un peu plus adaptés que Monsieur Rudy Gay, notamment Trevor Ariza. Il y avait Jeff Green peut-être, mais qui va aussi pouvoir rester du côté des Nets. Et moi de mon côté, j'avais un petit peu plus jeune et peut-être un peu moins bon en défense, mais il y avait George Niang de Utah et Trey Lyles, qui a l'avantage lui d'être un client de Rich Paul. Je sais pas, Adrien, peut-être si tu veux démarrer sur ces noms-là. Moi, je n'ai noté aucun de ces noms-là, donc j'ai pas grand-chose à dire. Entre Niang et Lyles, c'est pas eux que j'avais noté. Moi, dans la même catégorie que Rudy Gay, j'avais Bjelica et Ilyasova. Et est-ce qu'on peut penser que Bjelica va pas prendre plus que le minimum, lui, par contre? Écoute, ça, moi je suis pas sûr, parce que plus ça va, et lui, à moins quand même la ligue est attirée par son, enfin, même pas son potentiel, mais par ce qu'il peut apporter. Donc, moi, je le vois à un moment où il n'y aura pas forcément mieux que nous. Et si ça se joue à 1 million, 1,5 million, parce qu'il va vouloir être enfin dans une équipe qui veut quelque chose. C'est bien beau de se taper les Kings et les Wolves, à un moment donné, est-ce que tu vises pas autre chose? Ouais, c'est sûr. Respecte Miami quand même. Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs qui... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, Ilyasova, ouais. C'est intéressant. Moi, ce que je voulais dire, c'était que je pense quand même qu'il faut qu'on s'arme d'un scoreur à minima, parce que pour moi, avoir juste Markieff Morris en seconde unit pour assurer du scoring, ça me rassure pas du tout pour une saison régulière et même pour des playoffs, personnellement. Même si on sait qu'en playoff, la rotation sera bien réduite, tu vois. Après, ça va alterner entre Westbrook et LeBron quand même. Moi, je vois ça aussi. C'est sûr. Et surtout, en tant que créateur, tu auras forcément, enfin du moins, on l'espère, THT qui sera dans la seconde unité pour animer Allen Iverson. Est-ce qu'il y avait des joueurs qui vous intéressaient sur d'autres postes ou des petites cartes surprises? On en parle, il va falloir qu'on sorte son nom de toute manière, Clément. Donc, allons-y maintenant, une bonne fois pour toutes, et plions ce dossier. Carmelo Anthony? Bah oui. Qui veut commencer, monsieur? Moi. J'ai entendu Adrien se craquer les doigts. Non, ça va être très simple. On a eu ce débat déjà 2 fois. 2 fois, on a dit non. Alors, c'est pas avec 2 ans de plus. Et 2 ans de plus, on a vu que le joueur, il t'apporte 0 en défense. Donc, c'est un gros non. On n'a pas besoin c'est vrai que ça fait déjà 2 ans qu'on n'en voulait pas. Donc, je vois pas pourquoi. Aujourd'hui, on en voudrait. Ouais. Mais malheureusement, ça va revenir régulièrement. Tant que Carmelo Anthony et LeBron seront dans la ligue, ça reviendra chaque année. Absolument, on y reviendra chaque année. Et en plus, on sait quand même que LeBron a tendance à bien aimer jouer avec ses petits copains, tu vois. Donc en vrai, est-ce qu'on en veut? Moi, je pense qu'on est tous les d'accord. Je pense que je peux parler en votre nom et dire que non. Est-ce qu'il y a des chances que ça se fasse? Il y a de fortes chances que ça se fasse. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. C'est pas un joueur qu'on a envie de voir aux Lakers, mais
Mais il va finir chez nous. Moi je le vois venir gros comme une maison. Là, déjà, ça en parle beaucoup trop pour que ça ne se fasse pas. Je le vois signer chez nous. Et là, on va avoir plus de problèmes sur les bras finalement que de solutions, quoi. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'on parlait juste avant de Rudiger. Rudiger est un meilleur compromis entre le profil qui est demandé de spot-up shooter et de défenseur, et le profil de créateur, de scoreur en sortie de banc, quoi. C'est un meilleur compromis, un peu plus hybride que Carmelo Anthony, mais bon. On sait que beaucoup espèrent que Carmelo va signer à Los Angeles pour essayer d'avoir une bague. Oui. Après, on peut aussi avoir de l'espoir en se disant que peut-être que Vogel et ses schémas défensifs arriveront à masquer les mains actives de Carmelo Anthony. Je suis pas sûr que Vogel soit un magicien à ce point-là, mais tu vois, sait-on jamais, quoi. Excuse-moi, j'ai cru que tu allais dire. Après, on peut toujours espérer qu'il prenne sa retraite. J'ai la méchanceté en moi qui est sortie d'un coup. Excusez-moi. Mais ouais, Carmelo Anthony, finalement, si on parle du joueur rapidement, c'est plutôt solide sur son 3 points à Portland. Il sort quand même des saisons plutôt coquettes, il faut pas les lui enlever. Mais un trou défensif tellement grand, un trou béant tellement grand que finalement, l'impact général, on va dire l'équilibre offense-defense est tellement mauvais en défense que finalement, ces 3 points te servent pas à grand chose, quoi. Tu vois. Ça, c'est un apport négatif, malheureusement. Ouais. Donc, moi, je suis pas convaincu. Et puis, aussi, franchement, faut être aussi franc. Ça fait un gros ego de plus en plus de ceux de Westbrook, LeBron et AD. Même si les trois s'entendent bien, franchement, on n'a pas besoin de ça, quoi. On n'a pas besoin de ça. Justement, on était plutôt content qu'un mec comme Schroeder, enfin moi en tout cas je suis plutôt content qu'un mec comme Schroeder se barre des Lakers. Du coup c'est pas pour faire venir Melo, quoi. Personnellement c'est aussi un peu mon analyse par rapport à tout ça. Ok, très bien. Messieurs, on va peut-être se quitter. N'hésitez pas, surtout en commentaire, à essayer de réagir et nous poster les 15 joueurs qui seront sur les couleurs des Lakers l'année prochaine, hein, bien entendu. C'est clair. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Adrien, vas-y si tu veux aller. Long pod, ceux qui sont allés au bout, déjà vous êtes des vaillants. Adrien, si tu veux la main. Non, enfin, sur le mot de la fin, je vais quand même avoir un peu peur lorsque le 3 août minuit va arriver, parce que on peut avoir j'ai pas envie d'avoir la douche froide en voyant Alex Caruso va s'engager au Cleveland Cavaliers pour genre 5 millions et demi. Et tu vois, comme on en parle, tu vois, ce genre de scénario bien dégueulasse. J'ai pas envie de le vivre. Donc voilà, s'il te plaît, Rod. Pas super. Analyse des chiffres, s'il te plaît. Regarde ce que tu as fait avec ce trade de Westbrook. Regarde ce que ça te demande de compléments dans le roster, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, c'est vrai que ça va être tout rien. C'est vrai que ça peut être vraiment tout rien cette FA finalement. Ça peut être très très bien réussi comme comme totalement raté, quoi. Il n'y aura pas de juste milieu à mon avis. C'est ça. Et après, c'est là où c'était très intéressant de sa part ce trade. On avait dit que ça allait forcément attirer des jeunes, enfin des joueurs au minimum, en tout cas pour aller chercher une bague. Mais par contre, c'est à voir qui on va signer sur ces places-là, parce qu'il y a des vétérans qui ne sont pas intéressants pour nous. Absolument. Non, mais moi, un petit mot de la fin, c'est déjà pour vous remercier parce qu'on est 38 000 depuis hier. Pourquoi est-ce qu'on est 38 000? C'est parce que on a accueilli, je pense, une grosse fanbase de fans de Westbrook dont probablement beaucoup écouteront ce pod avec attention pour avoir un peu notre avis sur ce joueur qui est sur son retour au bercail. Donc bienvenue encore une fois, je vous le répète, bienvenue à vous. Et puis ça va être une bonne saison. Et puis on espère pour les Lakers une bague et on espère pour vous une bague pour Russ aussi. Parce que ce serait quand même cool pour lui, ce serait quand même beau pour lui qu'il prenne sa retraite avec au moins une bague planquée dans sa penderie, quoi. Donc bienvenue à vous, merci pour les 38 et puis on va continuer de bosser. Nous de notre côté, on vous prévoit peut-être peut-être un petit live Twitch pour vivre l'une ou les 2 premières heures de la FA ensemble au moment du début, quoi, au moment du top départ, à voir comment ça se goupillera et puis voilà, quoi. Oui, peut-être en meilleure forme de mon côté. Je vous avoue ouais. C'était compliqué. Comme mot de la fin, j'en avais 2. Je pensais notamment à Sterling Brown
à la place de McLemore. Voilà. Ok. Sinon, je voulais répéter que Westbrook sache qu'on te baise, c'était pas de moi. Voilà. On vous dira pas de qui ça vient. Allez, bonne soirée. Ciao. On le gardera pas pour la fin, celui-là. Non, espèce de bâtard. J'hésitais à le poster en plein milieu du pot.